En tout cas, je pense que vous avez tous été touchés, émerveillés par ce documentaire et par Germaine Thion. Moi, j'adore cette phrase que lui écrit sa mère où elle dit qu'elle lui a confié une petite enfant qui est en elle et qu'elle doit la garder intacte. Et je trouve que justement, elle garde cet émerveillement constant, cette curiosité envers les autres et cet humour qui, je pense, a dû beaucoup vous toucher. Donc à mes côtés, vous pouvez reconnaître Augustin Barbara qui figurait donc dans le film, qui n'a pas pris une seule ride depuis. Donc Augustin, vous avez eu la chance à la fois d'être son élève et son ami. Quelle leçon de vie est-ce qu'elle vous a transmis? Qu'est-ce qu'elle vous a appris de plus précieux? Écoutez, je crois qu'elle était très près des réalités de la Terre. D'ailleurs, elle entretenait un jardin où elle cultivait des pommes, des poireaux. Et puis quelquefois, il fallait que je retarde mon départ pour qu'elle me donne des poireaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très près des réalités et qui est aussi féministe, mais pas idéologue. C'est-à-dire c'est à partir des faits, les répartitions entre les hommes et les femmes, la famille et les enfants, et elle partait, et elle nous dit, pour comprendre le monde, il faut comprendre le matériel du quotidien. Et ça, c'est quelqu'un en même temps qui est très lucide, qui a la vertu du discernement. Elle n'est pas dans les amalgames, par exemple, sur ce qu'elle dit des musulmans, ce qu'elle dit des Français d'Algérie, les pieds noirs. Là, elle publie aussi des textes qui révisent un peu la façon de considérer de façon caricaturale les gens d'Algérie, les pieds noirs, et elle dit carrément que oui, il y a un grand colonna qui exploite de façon injuste les Algériens, mais qui exploite aussi d'une autre façon les pieds noirs qui sont des immigrés en grande majorité venant d'Espagne, de Malte, de Sicile, d'Arménie. Et elle déclare, mais en même temps, l'exploitation coloniale, oui, elle existe, mais il faut traverser la Méditerranée. Et elle dit, mais il y a des industriels à Grenoble, à Lyon, qui exploitent, qui soupaient des Algériens qui vivent dans des taudis. C'est-à-dire, la Méditerranée, pour elle, c'est un fleuve qui sépare deux exploitations différentes. Et là, elle nous donne aussi, je dirais, une leçon d'exactitude, etc. Alors, je peux dire quand même une chose, c'est que vous entendez une chanteuse que j'ai découverte qui s'appelle Marcunda Ores, qui est aussi une Chaouia et qui vit en France, à Paris, et qui publie un roman. Alors, ce film, c'est même pas 1 heure, mais on a tourné 34 heures. Donc, et on a la mission d'en faire un deuxième si on a des fonds. Voilà. Allez. Alors Augustin Barbara, vous la décrivez comme une intellectuelle qui a les pieds dans la boue. Ces pieds dans la boue, justement, elle le fait lors de cette première mission en Algérie qu'on découvre à travers le film notamment. Qu'est-ce que ça lui a appris? Pourquoi ça a été vraiment une expérience fondatrice pour elle? En quoi est-ce que ça a changé sa vision des hommes et de la vie? Écoutez, d'abord, elle va de 34. Bon, il faut dire qu'elle a suivi les premiers cours d'ethnologie par Marcel Mauss, qui est le fondateur d'ethnologie en France, dans le monde, et qui l'a envoyé en mission dans les Aurès, en obtenant une bourse d'un organisme scientifique britannique. Vous voyez? Donc, elle fait des missions, elle écrit, elle étudie la population, et après, quand elle rentre en France, 1 mois avant l'appel du général de Gaulle, et elle écoute le discours de Pétain, et là, elle décide de créer un des premiers réseaux de résistance en France, le réseau du Musée de l'Homme. Elle a été trahie,
Donc elle est partie avec sa mère, d'abord en prison à la Santé, et après au camp d'extermination de Ravensbrück, où sa mère est morte en chambre à gaz. Et dans le camp, elle nous le dit dans le film, elle fait l'ethnographie du camp, et avec sa méthode qu'elle a acquise dans les Aurès, et elle examine l'exploitation des femmes par les seigneurs, ce qu'elle appelle l'argent, etc. Et elle crée dans le camp une animation pour donner du courage aux femmes qui sont là, et elle crée une opérette, Vers Furbar aux enfers, par le rire et la dérision, défier la mort et les nazis. Bon, et puis son petit carnet, écrit à la main, a été sauvé au dernier moment quand elles ont été libérées par la Croix-Rouge suédoise. Il y a eu un accord avec la Croix-Rouge suédoise qui a libéré les Françaises. Et dans ce camp, elle rencontre aussi Geneviève Antonios de Gaulle, qui elle aussi va rentrer au Panthéon, et aussi la petite sœur de Simone Veil, la femme ministre, qui est décédée il y a 4 mois. Donc tout ça, c'est une solidarité entre femmes qui reste encore, vous voyez, parce qu'elles ont créé une association. Et puis nous-mêmes, nous avons créé une association, Association Germaine Tillon. J'ai déposé des papiers sur cette association, vous pouvez la consulter sur Internet. Il y a énormément de richesses, si vous voulez. Et le président, c'est Todorov. Et on est une dizaine de fondateurs au conseil d'administration. Elle a cette phrase sur Ravensbrück que je trouve magnifique. Elle dit « C'est en Europe que j'ai découvert la sauvagerie », parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que les autres civilisations sont des sauvages. Mais quelle est sa notion alors d'humanité? Qu'est-ce que ça signifie pour elle, rester humaine, même dans les pires conditions? Si vous voulez, elle nous dit souvent la question du dialogue et la politique de la négociation. Dans le film, vous avez vu un livre, Algérie, en 1957. En 1957, elle écrit ce livre en disant « Il faut arrêter la guerre d'Algérie, il faut tout de suite négocier ». Et sans qu'elle soit au courant, il y a une édition américaine qui paraît aux États-Unis, et la préface en langue anglaise est d'Albert Camus. Et Albert Camus dit, presque textuellement, s'il y a un seul livre à lire, c'est celui de Germaine Tillon, parce qu'elle sait ce dont elle parle. Et là, on voit aussi à travers elle l'opposition qui est entre Camus et Sartre. Sartre écrit dans la préface des Damnés de la Terre, qui est presque une anthologie de la violence. Quand des paysans algériens ont une arme, c'est leur humanité, il faut tuer. C'est écrit, et il dit même à un certain moment que quand on tue un colon européen, on fait une pierre de coups, un homme mort et un homme libre. Voilà. Et autre chose, à un moment, elle fait arrêter les attentats contre les civils, et il y a des textes qui paraissent dans la presse, et à un moment, l'Express publie en disant que c'est Germaine Tillon. Eh bien, il y a une phrase de quelqu'un qui est très connu et qui dit « Nous allons dîner chez Marie-Claire et nous tenons, avec Lanzmann et Post, on met en pièces l'article de Germaine Tillon que nous prenons pour une saloperie. » Et tout le monde n'est pas parfait. C'est Simone de Beauvoir qui écrit ce texte. Voilà. Alors, cela ne veut pas dire que Simone de Beauvoir, à travers ses phrases, vous la définir, mais on voit là une opposition entre deux logiques sur la violence. C'est-à-dire la fin justifie les moyens, qui était celle de Sartre, et ce n'était pas la même philosophie. Et Germaine Tillon a sauvé des vies d'Algériens et de Français avec Albert Camus. Et quand on dit d'Albert Camus qu'il a choisi la justice, il a choisi sa mère et non la justice,
cette phrase est tronquée. Vous pouvez la découvrir dans le discours de Suède, dans la postface, et en fait, il a le prix Nobel, il fait son discours qui est très beau, sur l'intellectuel, sur l'artiste, et le lendemain, il va voir les étudiants à l'université de Stockholm, et là, il fait une conférence, et après, il y a des questions, donc il répond aux étudiants, et là, il y avait un étudiant algérien qui lui posait souvent des questions, et à un moment, il lui dit « Est-ce que vous êtes pour la justice ?» Et Camus s'est senti interpellé, psychologiquement aussi, et il lui répond « Écoutez, hier, on a lancé des bombes dans les tramways à Alger. Si ma mère se trouve dans un de ces tramways, si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Tout le monde peut lire cette phrase qui est réelle. Vous voyez, c'est là que, avec Germaine Tillon et Camus, a sauvé de la guillotine des terroristes qui étaient ses ennemis. Voilà, c'est-à-dire que, à travers Germaine Tillon, nous avons là aussi une éthique de la vie, et il était tout le temps au téléphone avec Albert Camus pour sauver. Quand Camus a voulu faire arrêter les attentats contre les civils, il n'a pas réussi. Il a été méprisé, et à partir de ce moment-là, il a déclaré « Je rentre dans un silence rentable ». Le silence rentable, c'était qu'il intervenait au président de la République pour sauver des gens de la guillotine qui étaient des gens du FLN. Vous parliez de l'éthique de Germaine Tillon, justement, elle a cette phrase aussi, à un moment donné, le réalisateur lui demande « C'est quoi votre arme ?» C'est témoigner. Non seulement elle a constamment témoigné, mais elle a toujours aussi gardé sa liberté d'esprit. Pourquoi c'était une arme pour elle de témoigner, et comment elle a fait pour rester toute sa vie fidèle à elle-même? Alors, si vous voulez, il faut savoir qu'elle avait un bagage très important en archéologie, en psychologie, en langue étrangère, et quand elle a découvert l'ethnologie, ça rassemblait chez elle un peu toute sa philosophie, son éthique sur la vie et la mort. Vous voyez? Alors, elle se définit comme une ethnographe. Son dernier livre, il était une fois l'ethnographie, très intéressant à lire, parce qu'on voit là une personne qui raconte jour par jour ce qu'elle fait, les contacts, et vous voyez les photos qu'elle avait prises, qu'on a découvertes dans des petites boîtes. Chaque photo est référencée, tel jour à telle heure, avec telle personne. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Et tout ça écrit à main. C'est-à-dire, elle est près de l'écrit. Il ne faut pas lui parler d'ordinateur. Elle, c'était cela tout le temps. Elle a des centaines de cahiers qui sont constitués en des fiches très ordonnées. Elle a une méthode de travail très intéressante. Bon, je peux dire que moi j'en ai bénéficié aussi parce que j'ai été très près d'elle. Elle m'a montré aussi comment on écrit dans nos recherches. Voilà. Ce qui est très beau aussi, c'est que son discours est totalement d'actualité, que ce soit ses écrits ou sa façon de parler. J'ai envie de dire à la fois tout ce qu'elle dit sur l'importance de la discussion pour arriver à la paix et l'importance de l'éducation aussi. Ah oui, vous avez vu vers la fin où elle dit qu'il ne faut pas exploiter le bois, le pétrole, enfin, etc. Elle a un discours qui date de 2001, très écologique. Et sur l'éducation, et tout le temps, garçons et filles. Tout le temps, tout le temps. Et si vous voulez, cette femme qui n'a jamais appartenu à aucun parti a une philosophie de la vie qui peut être, je dirais, partagée et très actuelle, en donnant aussi la primauté au dialogue, à la négociation, et non les armes. Voilà, pour elle, non. L'arme, c'est pas ça qui favorise le dialogue. Ce
Ce qui est très beau aussi, c'est le passage avec Svetlana Todorov où elle rigole sur la phrase « il ne faut pas incarner le bien », mais néanmoins, qu'est-ce que le bien pour elle? Ça signifie quoi? Écoutez, le bien, c'est l'entente entre les hommes. Pour elle, elle aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup l'Algérie. Elle y avait séjourné, elle connaissait la culture, elle connaissait aussi les populations berbères, les populations arabes, les populations berbères, les juifs berbères qui étaient là avant l'islam, et les chrétiens berbères aussi, très près de Saint-Augustin. Vous voyez, c'est une laïque, mais une laïque pas du tout laïciste. Vous voyez, c'est-à-dire une ouverture au monde. Et donc, avec ses études qu'elle avait fait en psychologie, archéologie et tout ça, avec l'ethnographie, ça lui a donné, si vous voulez, je peux la définir comme quelqu'un qui est... Il y a un tracé, émotion. Elle va à Alger en 54, et qu'est-ce qu'elle constate? D'ailleurs, elle nous dit, les paysans, catastrophe économique, on les voit dans les villes, Alger, Constantine, et là, ils vivent dans des taudis. Donc, elle invente le mot clochardisation. Et émotion, clochardisation, réflexion, elle dit, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, elle crée les centres sociaux qui n'ont pas été abordés dans le film, parce qu'on voudrait faire un film sur cela, pour faire travailler, pendant la guerre d'Algérie, des Algériens et des Français. Elle constitue tout un organisme, avec Nelly Forger qui était sa secrétaire, qui vit encore, et Nelly Forger a été torturée par des soldats français. Elle était sous le régime de massue, donc elle s'est opposée aussi à la torture à massue avec David Rousset, qui faisait partie de la commission internationale contre les concentrations et tout ça, qu'elle m'a donné l'occasion de rencontrer longtemps, vous voyez. Et voilà une femme, elle crée les centres sociaux, et 120 centres sociaux sont construits, où on faisait de l'éducation, professionnalisation aussi, donner des métiers à des paysans qui venaient dans les villes, donc s'habituer à une culture urbaine, mais aussi avec des professions. Et tout ça avec les centres sociaux français et algériens. Et il se trouve que 3 jours avant le cessez-le-feu, un commando, alors les dirigeants des centres sociaux se réunissent dans une école pour voir la mutation vers l'Algérie indépendante. 3 jours avant le cessez-le-feu, en mars, le 16 mars, et un commando Delta OAS débarque avec une liste de 7 personnes, et il nomme 3 Français, 3 Algériens, le 7e n'était pas là, donc il les aligne dans la cour de récréation et il les assassine, dont l'écrivain Mouloud Feraoun. Et ça, c'était une blessure pour elle. Elle a tout de suite écrit un article se révoltant contre ça, parce qu'elle les connaissait bien, et elle termine l'article en disant 3 Français qui aimaient l'Algérie et 3 Algériens qui aimaient la France. Donc nous avons constitué là aussi une association, Mouloud Feraoun et ses compagnons, qui vit encore et qui agit aussi pour l'entente et pour dénoncer encore certaines personnes qui se réclament de cela. Figurez-vous que le conseil municipal de Limel-Brévannes, UMP, a débaptisé 3 noms de femmes, Germaine Tillon, Danielle Mitterrand, puis la 3e, je ne me rappelle plus, parce qu'elles étaient trop clivantes. Donc on a débaptisé ces noms-là pour mettre des personnes du lieu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose de très actuel.
qui est très actuel aussi, et ce qui est très beau, c'est qu'elle exprime son inquiétude sur l'homme, et en même temps, elle dit qu'elle ne cessera de croire en lui. En quoi est-ce qu'elle vous a transmis cela? Et c'est ma dernière question. Et aussi, quelle amie est-ce qu'elle a été pour vous? Quelle amie elle était dans la vie? C'est-à-dire que j'ai eu la chance, habitant Nantes, qu'elle avait une maison à Plouhinec, près de Lorient. C'est 1h30 de voiture. Et là, elle m'invitait, il suffit que je téléphone, qu'elle m'invitait, donc à peu près une fois par mois pendant 30 ans. J'ai eu la chance de déjeuner avec elle. Elle m'invitait parce qu'elle me disait il faut que vous rencontriez David Rousset. Donc, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Donc je veux aussi, à travers cela, la partager avec d'autres. Et puis, je vous incite à lire aussi Le Harem et les cousins. Et là, vous aurez en détail sa théorie sur le mariage paléolithique et le mariage néolithique. Pour cela, elle a été félicitée par Claude Lévi-Strauss en disant que c'est une découverte que lui n'avait pas faite et que c'est elle qui l'avait faite. Et c'est très actuel, actuellement, si vous voulez, ces questions-là, aussi avec l'immigration, avec l'islam et l'islamisme intégriste dont tout le monde est au courant actuellement. Et là aussi, il ne faut pas faire d'amalgame, mais c'est très réel et on ne doit pas se désintéresser de ce qui se passe. Il ne faut pas penser que c'est encore étranger, mais parce qu'il y a des islamistes aussi politiques dans notre pays. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'amalgame du Front National. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. J'imagine que vous avez également beaucoup de questions à poser, mais comme nous devons évacuer la salle, ce que je vous propose, c'est comme Augustin Barbara reste évidemment parmi nous, que vous le rencontriez à l'extérieur, comme ça il pourra vous raconter encore 1001 choses. Merci beaucoup en tout cas. Merci.